Nous cherchons à analyser un croisement de deux individus. Cela revient donc à comprendre comment sont formés spermatozoïdes et ovules d'une part, et comment ils sont associés d'autre part. Cela revient donc à étudier la méiose d'une part, et la fécondation d'autre part. Les bases du raisonnement, qui peut être complexe, s'appuient sur trois notions simples. Les allèles d'un individu déterminent son phénotype. Les allèles d'un individu déterminent les gamètes qu'il peut produire. Les allèles d'un enfant viennent de ses parents via leurs gamètes. D'où les étapes de l'analyse. Petit 1, déterminer le génotype des parents. Petit 2, compte tenu de leur génotype, déterminer les gamètes produits. Et enfin, compte tenu des gamètes, déterminer les descendants possibles. Nous allons donc reprendre ces étapes dans l'ordre. Concernant le génotype des parents, comment le déterminer? Deux cas de figure, il peut être donné lorsque phénotype et homozygostie sont indiqués. C'est le cas des croisements dirigés en général. Il peut être déduit lorsque phénotype et dominance sont indiqués ou lorsque le phénotype seul est donné. C'est le cas des croisements non dirigés, des croisements humains en particulier. Déterminer le génotype des parents lorsque le génotype est donné. Prenons un individu de phénotype grand R et homozygote, donc son génotype est grand R, grand R. Un individu de phénotype petit r et homozygote, son génotype est donc petit r, petit r. Un individu de phénotype grand R est hétérozygote et de génotype grand R, petit r si grand R est dominant. Etc., etc., etc. Maintenant, le génotype doit être déduit. Donc il s'agit de croisements non dirigés. Premier principe, les allèles d'un individu déterminent son phénotype. Le père est de phénotype S, donc il a un allèle S. Son génotype est donc grand S, et on ne connaît pas le deuxième allèle. La mère est dans le même cas de figure, donc son génotype est également grand S, avec deuxième allèle inconnu. Pour l'enfant de phénotype M, il possède donc un allèle grand M, et son génotype est grand M avec un deuxième allèle inconnu. Appliquons maintenant le troisième principe évoqué tout à l'heure, les allèles d'un enfant viennent de ses parents via leur gamète. L'enfant de phénotype M possède donc un allèle M lui venant d'un de ses deux parents. Un des deux parents est donc hétérozygote. Donc un des parents porte un allèle M, il est donc hétérozygote S sur M. Or, il est de phénotype S, donc l'allèle S est dominant. Et si l'allèle S est dominant, l'enfant grand M ne peut pas avoir d'allèle S. Il est donc homozygote. Donc, il porte deux allèles grand M. Cela signifie que les deux parents lui ont rapporté un M et que donc les deux parents sont hétérozygotes. Nous connaissons donc maintenant le génotype des trois individus, les deux parents et l'enfant. Lorsque nous connaissons le génotype des deux parents, nous pouvons déterminer les gamètes qu'ils peuvent produire. Il s'agit d'appliquer les mécanismes de la méiose, en particulier la notion de liaison indépendante des gènes. Trois cas de figure à maîtriser en terminale. Un seul gène étudié, deux gènes étudiés, avec deux sous-rubriques, les gènes sont liés, donc sur le même chromosome, ou indépendants, donc sur des chromosomes différents. Si un seul gène est étudié, cela signifie une seule paire de chromosomes homologues est concernée, deux cas de figure possibles, deux gamètes possibles, à 50% chacun. Si deux gènes sont étudiés et qu'ils sont liés, ils sont portés également par une seule paire de chromosomes. On s'attendrait donc à avoir seulement deux cas de figure à 50%. De fait, on constate que les deux chromosomes se séparent.
et que les allèles qui étaient liés au départ ont tendance à le rester de manière générale, ils sont très fréquents. Mais on constate l'apparition de quelques chromosomes qu'on qualifie de recombinés, qui se forment par échange d'ADN entre les deux chromosomes homologues. Les chiffres donnés ici le sont à titre d'exemple, ils peuvent être différents dans la réalité. Si deux gènes sont indépendants, ils sont donc sur deux paires de chromosomes différents. Leur répartition au hasard lors de la méiose conduit à 4 types de gamètes possibles avec la même probabilité. Il est maintenant possible de déterminer les descendances à la dernière étape par un tableau de croisement. Si le gamète G1 s'associe au gamète G2A, on obtient un génotype G1A, G2A. Si le gamète G1,2 s'associe au gamète G2A, on obtient un génotype G1,2, G2A, etc., etc. Nous avons donc résolu notre problème. Les questions à se poser dès le départ et avant de démarrer le détail de l'analyse sont les suivantes. Combien de gènes étudiés? Si deux gènes sont étudiés, est-ce qu'ils sont liés ou indépendants? Et enfin, quelles informations à notre disposition? Est-ce qu'on dispose des phénotypes, de la dominance, des génotypes? Se poser ces questions dès le départ facilite grandement l'analyse.